Donc, la présentation, ça sera sur le Bitcoin, un système de paiement peer-to-peer, open source sécurisé par la cryptographie et modéré par notre cher docteur, la fierté de TDSI, Ousmane Ndiaye. On n'a pas touché, peut-être que la machine, c'était... Ok, d'accord, allez-y. Le projecteur. Ok, peut-être le projecteur. Ok, bonjour à tous. C'est bon? Okay. Voilà, donc en attendant qu'il ouvre son diapo. Donc bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Mohamedou Nourou Kouta pour une présentation sur le Bitcoin. Et je ne sais pas, peut-être que tout le monde a entendu parler de la crypto-monnaie, de la blockchain. Hein? Peut-être vous vous êtes posé la question de savoir une fois dans votre vie, pourquoi moi, quand j'ai de l'argent que j'ai gagné, que je dois envoyer à un parent, que je suis obligé de payer à un tiers pour qu'il puisse me transférer cet argent-là. Ou bien je dois peut-être, ceux qui ont vécu à l'étranger, je dois prendre donc merci. Donc je dois prendre par exemple une voiture ou pour me déplacer, etc. Donc je passe par Uber, alors que moi je détiens mon actif et que l'autre aussi il a son actif, sa voiture et autres. Donc je suis obligé de passer par ce tiers-là pour le payer. Et je ne sais pas, vous vous êtes rendu compte, une fois, peut-être, un opérateur dire qu'il fait des chiffres d'affaires de 17 milliards par mois, OK, sur des actifs qu'il ne produit pas. Et on se pose la question de savoir, est-ce qu'il est possible de contourner ces gens? Et c'est là qu'un concept est né, donc basé sur des technologies connues d'avant, que ce soit les réseaux peer-to-peer, que ce soit des technologies de la cryptographie, donc pour donner naissance au Bitcoin. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Nourou pour nous faire une présentation sur Bitcoin, un système de paiement peer-to-peer, open source, sécurisé par la cryptographie. M. Nourou, si tu es prêt. Merci, Dr Ousmane. Donc, salam alaikum à tout le monde. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu d'être présent ici et nous souhaitons que tout le monde ait la santé à la fin de cette journée. Donc, aujourd'hui, notre présentation va porter sur Bitcoin, un système de paiement peer-to-peer, open source, sécurisé par la cryptographie. Je vais faire comme le monsieur de tout à l'heure. Je vais commencer par rendre hommage à d'abord Babacar Lo. Donc, c'est une des premières personnes qui a commencé à parler du Bitcoin et à l'évangéliser ici au Sénégal depuis 2016. Donc, on va dire que beaucoup de nous fit pour pouvoir continuer à apprendre sur ce sujet-là. Nous allons aussi rendre hommage à notre famille, donc notamment notre mère et notre sœur qui sont présentes ici, mais aussi Madame Kouta qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Donc, Bitcoin Sénégal est un mouvement qu'on a lancé cette année en 2021. Qu'on a lancé cette année en 2021. Donc, ça a commencé par un besoin. C'était de pouvoir vulgariser l'information sur le Bitcoin en Wolof. Et donc, on a commencé par un groupe Telegram qui existe toujours. Ensuite, on a fait des rooms sur Clubhouse. Donc, on animait toutes les semaines où on répondait aux questions des gens sur le Bitcoin, toujours en Wolof. Ensuite, on a fait des vidéos YouTube sur la partie théorique, mais aussi sur la partie pratique. Et enfin, récemment, on a créé une page Twitter. On va commencer par rappeler que Bitcoin n'est pas la première crypto-monnaie qui existait, que ce soit sur les plans théoriques, mais aussi pratiques. Avant, il y avait eu BitGold, eGold ou même B-Money. Alors, toutes ces solutions ont échoué, soit parce qu'on n'a pas essayé de les implémenter, ou bien parce qu'elles étaient centralisées. Or, on va voir que pour créer un système de paiement peer-to-peer, il faut que ça soit décentralisé.
L'autre chose aussi qu'on veut préciser et que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'un Bitcoin est subdivisible. Aujourd'hui, son prix tourne autour de 46 000 $ une unité, mais la personne peut acheter 0,1 Bitcoin à 4 000 $, 0,01 Bitcoin à 400 $, ainsi de suite jusqu'à 100 millions d'unités. Donc, ces petites unités-là de Bitcoin, on les appelle les sats, qui sont les diminutifs de Satoshi. Lorsqu'on pose la question qu'est-ce que Bitcoin, nous, on va reprendre la définition de Satoshi Nakamoto dans son white paper de 9 pages, qui disait que c'est un système de paiement électronique peer-to-peer, sans intermédiaire. Nous, quand on nous pose la question, on dit que Bitcoin, c'est 4 choses. C'est d'abord une philosophie, ensuite, c'est un réseau peer-to-peer, ensuite, c'est un protocole, et enfin, c'est une crypto-monnaie. Donc, la plupart des gens connaissent Bitcoin, la crypto-monnaie. On va commencer par la philosophie, qui a commencé par les cypherpunks. Donc, ce sont ces gens-là, des cryptographes, qui se sont rassemblés dans les années 80, qui ont fait un constat, c'est qu'il fallait mettre à la disposition des gens des outils pour pouvoir préserver leur vie privée à travers la cryptographie. Donc, tout à l'heure, on parlait de chiffrement. On a ici Phil Zimmermann, qui est le créateur du logiciel de chiffrement PGP, qui fait partie de ces cypherpunks. On a Julian Assange, que tout le monde connaît aujourd'hui, notamment à cause des poursuites judiciaires que les États-Unis ont entamées contre lui, qui a créé Wikileaks. On a les premiers créateurs des crypto-monnaies, donc Weida, Nick Szabo. On a Adam Back, qui a créé Hashcash, qui est un des premiers systèmes de proof of work qui avait comme objectif de lutter contre le spamming. Donc, tout cela sont des cypherpunks. Et depuis que je suis là, je peux considérer même que les créateurs de TDSI sont aussi des cypherpunks parce qu'ils ont mis la cryptographie au service des gens. Mais Bitcoin aussi parle de finance. Donc, comment mettre la cryptographie au service de la finance? Il est parti d'un constat, notamment exacerbé par la crise des subprimes de 2008, que les banques jouaient avec l'argent des gens. Que pour envoyer de l'argent, c'était extrêmement difficile au-delà des frontières d'un pays, que les monnaies fluctuaient. On ne comprend même pas pourquoi 1 euro égale 655 francs CFA, même si on est économiste. Donc, tout cela fait qu'il a fallu mettre en place donc, justement ce système de paiement peer-to-peer, qui n'est pas centralisé, qui ne passe par aucune entité, qui n'est contrôlé par aucun État, aucune entreprise, aucune personne. Contrôlé par personne, contrôlé par tout le monde. Et donc, ce système-là, on va dire techniquement, est basé sur des transactions qui sont rassemblées dans des blocs, qui sont enchaînés entre eux. Et donc, c'est pour définir ce système, qui était un peu complexe à la base, qu'on a inventé le mot blockchain. Donc, qui est au final cette technologie des blocs enchaînés, this blockchain technology. Le créateur de Ethereum, Vitalik, a parlé d'un trilemme de la blockchain. Pour que ce système marche, il faut qu'elle soit décentralisée, sûre, mais il faut aussi qu'elle soit scalable, c'est-à-dire qu'elle soit capable de pouvoir supporter des millions, voire des milliers de demandes en un instant T. Maintenant, le problème, c'est qu'un bon système décentralisé ne peut pas avoir ces 3 qualités en même temps. Pour Bitcoin, il a été fait le choix de sacrifier la scalabilité, même si on va voir après qu'il y a une solution qui est venue après. Donc, Bitcoin est décentralisé, Bitcoin est sûr, c'est ça qu'on va voir via la cryptographie, mais il reste la scalabilité. Après donc, cette philosophie, il fallait quelque chose de pratique. Donc, il fallait se baser sur un réseau peer-to-peer. Quand on parle de réseau peer-to-peer, la plupart des gens vont passer à Torrent, tout simplement, qui permettait de télécharger des fichiers, des films, etc., et de se les envoyer entre les différentes personnes. Ici, vous voyez 2 logos. Donc, vous avez le logo de Bitcoin on-chain, mais aussi vous avez le logo du Lightning Network. Donc, le réseau peer-to-peer de Bitcoin est porté par des nœuds. Ces nœuds sont installables via des clients, notamment le client officiel de Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Core. Et donc, ces nœuds permettent d'avoir des portefeuilles. Ces nœuds permettent d'envoyer et de recevoir. Ces nœuds, en l'occurrence, sont des banques. Mais aussi, ces nœuds permettent de contrôler les envois des autres. Ces nœuds permettent de sécuriser le réseau. Donc, ils existent en interface graphique, mais aussi en ligne de commande. Tout à l'heure, nous allons animer un atelier sur comment installer ces nœuds. Donc là, nous avons une petite image de la répartition des nœuds Bitcoin dans le monde. On en recense officiellement environ 8000, mais il y en a beaucoup plus qui sont un peu cachés. Donc, on va voir que
peut-être qu'il y en a un peu plus que ça. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça nous permet de voir? Que ce réseau est décentralisé et qu'il communique à travers notamment le protocole TCP/IP classique que tout le monde connaît, mais aussi à travers des réseaux d'anonymisation comme Tor, mais aussi comme E2P, notamment lorsque certaines personnes veulent encore plus préserver leur vie privée. Ici, vous allez voir en combien de secondes est-ce que est communiquée en fait une transaction Bitcoin dans le monde. Donc là, vous allez voir à la fin que c'est autour de 5000 millisecondes. Ça fait 5 secondes pour que Mohamedou ou bien Nourou, qui est au Sénégal, et envoie des bitcoins à quelqu'un d'autre qui est en Inde ou bien en Chine. Il lui faut 5 secondes pour que cette transaction-là soit éparpillée, soit distribuée à tous les nœuds qui existent sur la Terre. Tout à l'heure, nous avons parlé des réseaux, donc du protocole TCP/IP, nous avons parlé de Tor, nous avons parlé de E2P, mais des solutions sont aussi en train d'être développées pour que ces informations-là transitent aussi via le réseau satellitaire. Donc, vous avez une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Blockstream qui sont en train de développer quelque chose qui est déjà là. Vous avez aussi des gens qui développent ces transferts-là via le réseau, via les ondes radio au final, mais aussi via le réseau Mesh, qui est un ensemble d'éléments qu'on va mettre, par exemple, sur un parcours, qui vont communiquer via le réseau Bluetooth, par exemple. Et tout cela, c'est juste pour permettre une chose, que le réseau fonctionne même sans connexion Internet. Et donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont déjà là, quoi. Nous avons parlé de Bitcoin, nous avons parlé du Lightning Network. Aujourd'hui, le Bitcoin, via le système des blocs qui sont validés toutes les 10 minutes en moyenne, la capacité du réseau, c'est environ 7 transactions par seconde. Le Lightning, c'est 1 million de transactions par seconde. Parce que c'est un système qui est fait que si moi, Nourou, je veux envoyer ou bien j'envoie régulièrement à Ousmane des bitcoins, on peut créer un canal. Donc, ce canal va faire qu'on va bloquer nos bitcoins. Ensuite, il va y avoir un jeu d'écriture comptable par-dessus. Et c'est ça qu'on appelle le Lightning Network. Aujourd'hui, le Lightning est utilisé un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir. Et donc, tous les traits que vous êtes en train de voir là, ce sont des canaux qui sont créés entre différents nœuds. On a vu la philosophie rapidement. On a vu aussi rapidement le réseau peer-to-peer. On va parler du protocole. Bitcoin est open source. C'est-à-dire que Bitcoin, aujourd'hui, vous pouvez aller auditer vous-même le code source sur GitHub. github.com/bitcoin/bitcoin. Vous pouvez voir tout ce qui a été fait depuis la première version de Satoshi Nakamoto en 2009. Vous pouvez, si vous avez des compétences en programmation, notamment en langage C++, vous pouvez aller auditer, contribuer. Si vous avez des compétences en Python, vous pouvez contribuer. Si vous avez des compétences en réseau, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes même pas technique, vous pouvez contribuer dans la documentation. Donc, Bitcoin est open source. Mais c'est ce protocole Bitcoin aussi qui sécurise Bitcoin. Et dedans, vous avez notamment les SHA 256 qui fait partie de la famille des SHA. Donc, il y a un algorithme de hachage qui sécurise Bitcoin à toutes les étapes. C'est-à-dire que déjà, pour avoir un portefeuille Bitcoin, vous avez besoin d'une paire de clés, une clé privée et une clé publique. Donc, cette clé privée-là, c'est la clé de votre coffre-fort. C'est ça qui vous permet en fait de justifier auprès du réseau qu'on vient de voir que vous êtes les propriétaires, vous êtes les détenteurs de ce Bitcoin-là que vous voulez envoyer. Et SHA 256 est aussi utilisé pour hacher les transactions, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque j'envoie des Bitcoins à Ousmane, je suis capable d'aller dans ce qu'on appelle un block explorer, je mets la transaction ID et je peux dire actuellement où est-ce qu'on en est dans ma transaction, ce qui n'est pas possible forcément avec les banques. Et SHA 256 est utilisé aussi pour hacher les blocs. Ces blocs qui sont utilisés pour rassembler les transactions. Et SHA 256 est utilisé partout dans Bitcoin. Donc, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent que si l'algorithme SHA 256 tombe, Bitcoin n'existe plus, et c'est vrai. Dans Bitcoin aussi, vous allez trouver l'algorithme lié aux courbes elliptiques qui va permettre de générer des signatures. Là aussi, on parle de cryptographie. Là aussi, ça permet différentes implémentations dans Bitcoin, notamment les multisig wallets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je dois envoyer des Bitcoins à Ousmane. Mes Bitcoins sont éparpillés dans différents types de portefeuilles, que ce soit sur une clé USB, sur un ordinateur ou bien sur un autre support. Je suis capable d'agréger ces signatures-là pour pouvoir envoyer
mes bitcoins à Ousmane. Donc tout cela aussi, c'est possible grâce à EEC, DSA. Maintenant, depuis récemment, en novembre, on a introduit les signatures sonores qui permettent une chose, qui permettent de garantir encore plus la préservation de la vie privée des utilisateurs de Bitcoin. Pourquoi? Parce que si j'envoie via une transaction classique à Ousmane, les gens qui ont des entreprises qui font ce qu'on appelle du block exploration, ils sont capables de suivre ma transaction. Si je fais de la multisignature, ils sont aussi capables de savoir que c'est une multisignature et qu'au final, c'est la même personne qui est en train d'envoyer. Si j'envoie de plusieurs adresses vers plusieurs adresses, ils sont capables de le savoir, et ainsi de suite. Or, les signatures sonores permettent une chose, c'est que tous ces types de transactions, aussi diverses soient-elles, ne figurent comme une seule transaction lorsqu'on analyse, au final, la blockchain, entre guillemets. Et enfin, nous avons MAC et HMAC qui permettent une chose, notamment sur le Lightning Network. Vous savez, les nœuds s'envoient des messages tout le temps. Des messages pour communiquer sur les adresses IP, des messages pour communiquer sur l'état de la blockchain, quel est par exemple le dernier bloc sur lequel je dois construire, sur l'état des transactions, sur l'état du registre, entre guillemets. Ces messages doivent être aussi sécurisés. Donc, MAC permet par exemple au nœud d'envoyer un message plus un code qu'il a déjà haché. Et pour un autre canal, il va envoyer cette même clé qui a permis d'hacher au nœud receveur. Donc, celui-là va hacher à son tour et comparer les deux hashes si c'est la même. Donc, on peut considérer que le message n'a pas été altéré. Mais il faut aussi hacher ce message pour plus de sécurité. Donc, ici, dans le cadre de SHA 256, on parle de cryptographie asymétrique. Pour le MAC et HMAC, on parle plutôt de cryptographie symétrique. Donc, la cryptographie est ce pourquoi on parle de crypto-monnaie. C'est une monnaie, c'est un système sécurisé par la cryptographie. C'est ça aussi le protocole qui permet en fait de donner les règles de création d'un wallet. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont présentes ici et qui détiennent du Bitcoin dans un portefeuille, sachez que ce portefeuille-là, que ce soit une application sur votre téléphone ou bien un site Internet sur lequel vous êtes passé, ils ont un nœud derrière qui permet de générer ces portefeuilles. Et ces nœuds aussi génèrent des adresses parce qu'il y a différents types d'adresses dans Bitcoin. Parce que vous pouvez envoyer une transaction à une clé publique, vous pouvez envoyer une transaction aussi à un script qui va interpréter cette transaction pour pouvoir le redistribuer. Donc ça, c'est le protocole qui définit toutes ces règles-là. Et on en vient aussi au minage, parce qu'on a parlé de transactions qui sont faites entre les gens, qui sont mis dans des blocs. Mais imaginons qu'un attaquant vienne et inonde le réseau de faux blocs. Comment est-ce qu'on va faire? Bitcoin ne va pas survivre. Donc, Satoshi Nakamoto a pris l'idée de Adam Back, donc Hashcash, qui est de demander à tous les mineurs de faire un petit travail. Et donc, quand on parle de minage, il faut prendre en compte 3 mots, tout simplement. On parle de difficulté, on parle de cible et on parle de nonce. Tous les 2140 blocs, le protocole Bitcoin évalue la vitesse de transmission des blocs précédents. Est-ce qu'elles ont été validées en plus de 10 minutes ou bien en moins de 10 minutes? Si c'est en plus de 10 minutes, ça veut dire que c'est trop difficile pour les mineurs. Donc, le protocole va ajuster la difficulté. Si c'est en moins de 10 minutes, il va augmenter la difficulté. Et donc, on en vient à la cible, qui est au final un chiffre pour lequel il y aura un hash qui va commencer par une série de 10 ou bien 9 zéros. Et enfin, on en vient au nonce, qui est le chiffre que les mineurs doivent calculer et dont le hash est inférieur à la cible. Donc, c'est ça qui protège aujourd'hui le réseau Bitcoin. Et aussi, c'est ça qui permet un consensus. Et ce consensus est là pour résoudre un problème qui est le problème des généraux byzantins. Comment faire de telle sorte que tout le monde ait la même information en même temps et que cette information-là ne soit pas altérée? Donc, ce système de cryptographie, ce système de minage et ce système, on va dire, de transmission des transactions via les nœuds, mais aussi de transmission des blocs via les nœuds, contribuent à cela. De la même manière que les nœuds du Bitcoin sont décentralisés, les mineurs aussi du Bitcoin sont décentralisés un peu partout dans le monde. Ne faites pas attention à la Chine, ils se cachent comme d'habitude, mais il y a beaucoup de mineurs qui sont là-bas.
Et comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez sûrement remarqué avec les nœuds, l'Afrique est un peu en retard par rapport à cela. Donc, peut-être c'est dû au fait que les gens ne connaissent pas beaucoup Bitcoin, mais actuellement, sachez que tout le monde, entre guillemets, utilise Bitcoin. Et ça, nous allons le voir avec Bitcoin, la crypto-monnaie, qui est au final juste un token auquel on a donné une certaine valeur, qui vous permet d'envoyer et qui permet à d'autres de recevoir, qui vous permet de vous acheter des choses. Aujourd'hui, dans le monde, vous pouvez acheter des choses avec Bitcoin. Bitcoin, maintenant, c'est une monnaie. Que ce soit défini ou pas par les économistes, c'est une monnaie. Et donc là, dans cette image, sur cette image, vous voyez, c'est un nombre, on va dire, officiel, mais la partie officielle est beaucoup plus importante, de commerce physique, de commerce en ligne, d'associations, etc., qui reçoivent le Bitcoin comme moyen de paiement. Et donc, cela se matérialise comme ça partout dans le monde. Et donc, bientôt, ça va arriver ici en Afrique francophone, mais c'est déjà présent en Afrique anglophone, notamment au Nigeria et au Ghana. Et enfin, étant donné qu'on a une monnaie décentralisée, sécurisée, qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans maintenant, de plus en plus d'entreprises aussi mettent le Bitcoin dans leur trésorerie, dans leur gestion de trésorerie, notamment pour lutter contre l'inflation qui touche les grandes devises comme l'euro et le dollar. Donc, Bitcoin, au-delà d'être un système de paiement peer-to-peer, est aussi un système d'envoi et de réception d'argent, mais aussi un système d'épargne. Donc, Bitcoin, c'est un tout. Et donc, je viens de finir ma présentation qui était assez succincte. Merci. Merci. Merci, Monsieur Nourou, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Au début, je n'ai pas fait de présentation de Monsieur Kouta. En fait, je voulais vous faire découvrir l'effet surprise. En fait, c'est un financier. Il est donc autodidacte en informatique, mais aussi en cryptographie. Et j'espère que mes, en tout cas, pairs scientifiques vont approuver tout ce qu'il a dit sur la cryptographie. Et peut-être ils ont tendance même à penser qu'il a appris. Donc, juste pour vous dire que la connaissance est là, il faut juste y aller, la découvrir et aussi la maîtriser. Monsieur Kouta a vraiment bien présenté la technologie Bitcoin. Juste un petit résumé de ce qu'il a fait. Il a montré en quelque sorte que créer un compte sur Bitcoin ne demande pas quand même à être milliardaire ou avoir en tout cas un salaire. Donc, ça ne demande rien du tout. Il suffit juste d'avoir un ordinateur, un téléphone portable. Donc, l'inclusion financière est offerte aux Africains. Parce qu'on peut maintenant avoir un compte bancaire, un compte Bitcoin, juste en étant quelque part, il suffit juste d'avoir la connexion. Merci beaucoup. Voilà. Donc, par rapport aussi à la confiance, quand on a ce genre de réseau, on ne peut plus faire de fraude parce que tout ce qui s'est fait est connu de tous. C'est démocratique. On ne peut pas faire de détournement de fonds. Tout ce qu'on fait, c'est connu de tous encore. On peut adresser même des problématiques de vote électronique où vraiment on est dans une situation où personne ne fait confiance à l'autre. On peut adresser des questions où il y a des intermédiaires. Comme par exemple, on veut acheter donc, par exemple, une parcelle de terre quelque part, il faut l'avis du notaire et autres. Avec ces réseaux-là, on n'a pas plus besoin de ça. On n'a plus besoin, donc, peut-être les uns et les autres seront peut-être un peu fâchés contre moi. J'espère qu'il n'y a pas de transitaire ici. Mais si vous achetez aussi depuis l'international, si on a ce genre de réseau, vous n'aurez plus besoin d'intermédiaire. Parce que vous avez votre actif, vous avez votre argent, l'autre, il a son actif, c'est le produit. Vous pouvez faire la transaction sans pour autant que ça passe par un tiers de confiance. Mais aussi les banques. Vous savez, en Afrique, ça nous pose énormément de problèmes. Et que les populations ont tendance à aller vers ce genre de monnaie-là. Et je pense que c'est le moment aussi pour nos États d'aller vers ça avant que quand même les autres nous volent, en tout cas nos ressources. Parce qu'aujourd'hui, les pays l'ont connu. Maintenant, on parle de CBDC. Et vous avez vu le e-Naira au Nigeria. Et je pense qu'en Afrique francophone, quand même, on doit faire le pas. Merci encore une fois. Et si vous avez des questions, donc... Malheureusement, on est contraint par le temps. Une seule question. Ah non, deux questions. Le CTF commence. Ah oui. Oui. Donc une seule question. Je ne vois pas ceux qui sont là. OK. Ça, ce sont mes étudiants de l'SMT. Bienvenue. On souhaite la bienvenue aux étudiants des autres écoles aussi.
Bonjour à tous. D'abord, merci pour la présentation parce que je suis aussi quelqu'un qui est intéressé aux monnaies électroniques et malheureusement ici au Sénégal, on n'en voit pas des gens qui sont vraiment intéressés. Donc moi, la question que je voulais poser en fait, c'est est-ce qu'il y a en fait des mineurs ici qui s'associent? Parce que par exemple, pour miner actuellement, en 2021 et en 2022, on sait que les minages, ça demande une grande capacité informatique en fait. On a besoin d'aligner des tas de processeurs super performants pour pouvoir avoir une chance en fait de gagner quelque chose en minant du Bitcoin. Parce que ce qu'on voit aussi en Europe, il y a des gens qui s'associent et en Chine qui s'associent en fait pour pouvoir miner du Bitcoin. Est-ce qu'ici au Sénégal, vous avez vu en fait des gens qui s'associent pour faire cela? Est-ce qu'il y a des gens qui minent ici au Sénégal du Bitcoin et qui s'en sortent? Merci. Merci pour la question. Alors, en marge de Bitcoin Sénégal, j'ai une entreprise qui tourne à 90% autour de Bitcoin. Et à un moment donné, il y a quelques mois, j'avais pris un stagiaire de l'école polytechnique qui était spécialisé en énergie. Donc, pendant 2-3 mois, on a fait une étude du secteur énergique, notamment l'électricité ici au Sénégal. Et nos conclusions disent que si vous investissez sur un ASIC, donc les ASIC, ce sont les machines qui permettent de miner, qui tournent autour de $8 000, un bon ASIC neuf, vous pouvez amortir cet ASIC-là grâce au minage et à un prix du Bitcoin de $50 000 au bout de 200 jours. En sachant que pendant ces 200 jours, tous les mois, vous payez votre électricité avec le flux du minage. Donc, les 200 jours, c'est juste le cumul de ce qui vous reste après avoir payé votre électricité. Donc, le minage est rentable. Après, je ne sais pas si on mine au Sénégal. D'habitude, ce sont des informations confidentielles. Mais j'imagine que oui, parce que voilà, les gens s'intéressent à ça, quoi. Merci. Bon, excusez-moi, il y a quelqu'un ici qui m'a dit qu'il vient de loin et il faut qu'il pose sa question. Bonjour, monsieur. Moi, j'utilise Bitcoin, j'utilise StromGain, et puis je ne sais pas si vous les connaissez. Bon, c'est comme les Bitcoins, quoi. Mais bon, je voulais juste poser une question concernant les Bitcoins. Est-ce que le minage aussi, est-ce que le minage, les étudiants, comme exemple, qui sont là, est-ce qu'ils comprennent exactement comment faire? Et quels sont les moyens pour bien les encadrer et les expliquer pour qu'ils puissent y intégrer? Parce que bon, moi, je minais partout. Des fois, chaque jour, je me passais beaucoup de temps. Des fois même, je crée un chrono pour essayer de miner. Parce que le minage, ça se fait par un quart d'heure. Est-ce que, bon, vous ne pouvez pas nous expliquer de plus pour que les étudiants qui sont là, ou je ne sais pas, les personnes qui ne connaissent pas le Bitcoin, puissent en découvrir? Merci. Ok. Il faut faire attention à ces outils en ligne où il faut créer un compte et que vous dites que vous pouvez miner en ligne. J'imagine que c'est ça. Il faut faire attention à ça. Quand on parle de minage, il faut que on va dire que vous assembliez vous-même ce qu'on appelle un rig de minage. C'est-à-dire que vous allez prendre une carte graphique, un processeur, etc. Vous les assemblez vous-même. Après, vous commencez à miner. Sinon, vous achetez un ASIC ou bien une ASIC qui est déjà assemblée mais qui vaut plus cher. Dès lors que vous avez fait ça, vous avez Bitcoin, il y a un protocole qui existe, qu'on appelle Bitcoin. Pour miner, il y a un protocole aussi. La plupart du temps, les gens utilisent ce qu'on appelle Stratum, donc qui est ce protocole-là qui permet de miner et d'intégrer ce qu'on appelle les pools de minage. Donc, tout est open source aussi. Il faut juste aller regarder. Nous, on a fait des vidéos en Wolof dessus, vous pouvez aller regarder. Sinon, tout est open source et disponible sur GitHub, quoi. Voilà. Ok, merci Youssef. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Mohamed Diallo, support technique de la DTI, ingénieur informaticien. Donc, nous sommes un produit du département mathématiques et informatique, mais pas un produit de la TDSI. Mais quand même, les deux formations sont en parallèle. Et merci Youssef de cette belle présentation. Je n'ai pas voulu prendre la parole, mais juste pour interpeller les jeunes par rapport au Bitcoin. Parce que c'est une monnaie électronique qui est très utilisée aujourd'hui. Et je lance un cri de cœur à l'endroit de toute la jeunesse sénégalaise. Parce que l'année passée, beaucoup de jeunes ont perdu des millions en investissant sur le Bitcoin à travers des plateformes d'investissement en ligne. Et là, je peux nommer PetronPay, Abasco Investment, Green Gold et Wozur. Et beaucoup de jeunes ont perdu là-dessus. Et maintenant, la question que je pose à l'endroit de Mohamed Nourou, quel est l'inconvénient majeur de l'investissement par rapport aux investissements en ligne? Parce que c'est un cri de cœur, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, merci Youssef.
Merci pour les remarques. Donc, c'était juste une petite question. Il a plus donné des remarques, donc vous pouvez répondre rapidement. Oui, mais je pense que la remarque est pertinente. Mais finalement, c'est lui qui modère. OK. Je pense que la remarque est pertinente parce que ces solutions dont vous parlez, notamment en Petron Pay, ne sont pas Bitcoin. C'est juste les gens qui se cachent derrière parce que c'est ce qu'on appelle une Ponzi, ont utilisé Bitcoin pour se cacher. Donc, ça nous permet d'apprendre une chose, c'est qu'il est possible de se cacher avec Bitcoin. Maintenant, on ne se cache pas parce qu'on a fait quelque chose de mal. Peut-être qu'on se cache parce que juste on veut préserver sa vie privée. Ça, c'est... Après, la question, j'ai oublié. Oui. Oui, ben, il y a une autre question, juste peut-être la dernière. Il y a quelqu'un qui demande, comme déjà le nombre de coins est limité, est-ce que ce n'est pas un frein pour Bitcoin? Non, c'est un avantage. Genre, pour que quelqu'un ait du sens et de la valeur, il faut que ça soit limité. Si vous prenez par exemple Ethereum, c'est illimité. La plupart des crypto-monnaies, c'est illimité et contrôlé par des gens qui, lorsqu'ils le veulent, peuvent en créer des millions alors que ça vaut peut-être $10 et deviennent millionnaires ou bien milliardaires en quelques secondes. Donc, le fait que ça soit limité, c'est une garantie de sécurité. Donc, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une croissance organique, c'est-à-dire une augmentation du prix du Bitcoin sur le temps. Mais bon, je pense que je vais m'en arrêter là, quoi. OK, donc en tout cas, c'est intéressant. Et si vous voulez vraiment continuer à suivre Nourou, vous pouvez quand même intégrer Clubhouse. Il a un club là-bas tous les dimanches, je pense bien vers 16h. Il anime, on lui pose n'importe quelle question. Il y a les financiers, etc. Donc souvent, c'est très tendu. Et merci encore Nourou. Et encore, ce que je peux ajouter juste dessus pour conclure, c'est que le monde est en train de se décentraliser. Aujourd'hui, vous pouvez même développer votre application et déployer sur une plateforme totalement décentralisée. C'est-à-dire que c'est les machines des utilisateurs des internautes du monde qui vont tout simplement vous héberger. Aujourd'hui, on parle de IPFS, Interplanetary File System. On n'a plus besoin de solutions cloud centralisées. Donc, on peut avoir notre autonomie donc, à pouvoir gérer nos fichiers, gérer nos données. Et donc, juste pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci, M. Ousmane. Voilà, donc, merci. avant